pour toi? Oui, parfait, tu peux y aller. Allez, on commence alors. Euh, Bonjour à tous et donc bienvenue à notre table ronde sur la chaîne de valeur économique du logement en Côte d'Ivoire, qui a été donc co-organisée par l'Union africaine pour le financement du logement, AUHF, le CAF, le Centre pour le financement du logement abordable, et Property Crow, fondé par Williams Bella, qui est notre modérateur aujourd'hui. Je suis ravie de tous vous accueillir et merci d'avoir libéré du temps pour parler de ce sujet qui évidemment est un sujet très important pour nous au CAF. Je dis nous puisque je me présente, je suis Marine Cavaillon et je travaille au CAF pour lequel je suis en charge de la gestion des programmes en Afrique francophone. Donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Alors, juste très rapidement, pour le fonctionnement du Zoom, si jamais vous n'êtes pas muté, je vous demanderai de mettre votre micro en mute. C'est quelque chose d'assez classique. Vous avez des possibilités de poser des questions dans le chat. Questions auxquelles nous essaierons de répondre à la fin de cette table ronde. Et par ailleurs, je tiens à tous vous signaler que la table ronde est enregistrée. Donc, à prendre en compte. Voilà. Et donc, nous allons commencer. Je vous partage mon écran sur lequel vous pouvez normalement voir la présentation d'aujourd'hui. Et je vais commencer très rapidement par vous présenter les 3 institutions donc, qui co-organisent cet événement. Il s'agit donc, comme je le disais, de l'AUHF, qui est une organisation de membres qui regroupe plusieurs acteurs, donc notamment des banques hypothécaires, des entreprises de construction, des institutions de financement du logement, et tous sont impliqués dans la promotion de marchés du logement plus efficaces, et en particulier pour promouvoir la construction de logements abordables en Afrique. Ensuite, nous avons le CAF qui est donc créé en 2014 et qui est un groupe de réflexion indépendant qui travaille notamment via la dissémination d'informations pour développer les marchés du logement et favoriser l'investissement dans ces marchés, entre autres pour le financement du logement abordable. Et je finis par donc Property Crow, qui a été fondé en 2017, comme je disais, par Williams Bella, notre modérateur aujourd'hui. Et Property Crow est une société indépendante, privée, basée à Abidjan, qui est spécialisée dans les services et dans le développement immobilier dans toute la zone UEMOA. Et donc, Property Crow est un partenaire du CAF, membre de l'AUHF. C'est à ce titre que Williams a accepté de modérer cet échange. Alors, je vais vous présenter notre programme du jour. Nous devions avoir un mot d'ouverture d'Andrew Chifanda, qui est le président de l'AUHF et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. J'en suis désolée, mais je laisserai tout de suite après la main à Williams pour présenter nos intervenants du jour, au nombre de 5 intervenants de haut calibre. Et je vous présenterai par la suite l'étude sur laquelle se base cette table ronde pendant une dizaine de minutes. Et je laisserai ensuite à nouveau la main à Williams pour modérer les échanges avec nos intervenants. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous essaierons de laisser du temps pour répondre à vos questions. J'en profiterai peut-être très rapidement pour vous expliquer le contexte de cette table ronde. Donc, comme je vous disais, il y a une étude qui s'appelle la chaîne de valeur économique du logement en Côte d'Ivoire qui a été publiée en 2021 par le CAF. Et aujourd'hui, cette table ronde a pour objet de discuter des conclusions de cette étude avec les acteurs clés de l'économie qui sont un représentant du gouvernement, des représentants des banques, un représentant d'un développeur, un représentant d'une institution de microfinance. Et l'objectif, c'est de challenger les conclusions de l'étude et pourquoi pas d'aller encore plus loin. Et je laisse la main à Williams pour présenter donc, nos intervenants. Merci beaucoup, Marine. Donc, aujourd'hui,
Comme intervenant, nous avons pour le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Tcha Sylvain Gongé, qui est directeur du logement et de l'aménagement foncier. Nous avons Stéphane Afro, qui est le directeur général du groupe Keidan, qui est un promoteur, entre autres, sur la place d'Abidjan et sur d'autres places africaines, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Nous avons M. Odi Ekra, qui est directeur régional d'exploitation pour le groupe Cofina, qui est une mésofinance panafricaine. Nous avons Nicole Assoua Adjorou, qui est à la Société Générale Côte d'Ivoire et qui est en charge, qui est responsable marché bâtiments, infrastructures et immobilier. Et nous avons enfin M. Bakary Yeo, qui représente la Société ivoirienne de banque et il est directeur de l'exploitation des entreprises. Parfait, merci beaucoup Williams. Et écoutez, je vais vous présenter l'étude comme je vous le disais, mais très rapidement pour laisser la place à tous ces intervenants qui, encore une fois, ont des choses bien plus intéressantes à dire que moi. Mais alors, commençons un peu dans le vif du sujet. De quoi parlons-nous? Donc, le CAF a réalisé une série d'études dont fait partie cette étude sur la Côte d'Ivoire, qui s'attache à comprendre la chaîne de valeur économique du logement dans plusieurs pays. Ça a été le cas déjà en Afrique du Sud, par exemple, ou en Ouganda. Et cette étude sur la Côte d'Ivoire est parue donc en 2021, réalisée par une équipe d'économistes mandatés par le CAF, David Gardner, Keith Lockwood et Jacques Pienard, et financée par l'AFD, FSD Africa et UKAID. Elle est donc accessible, vous voyez le lien sur vos écrans, sur le site du CAF. Vous obtiendrez aussi cette présentation, donc vous pourrez cliquer directement là-dessus. Et donc, pour embrayer sur un aspect un petit peu plus technique, cette étude, en fait, s'attache à développer deux méthodologies. Une méthodologie d'analyse comparative des coûts du logement, donc un benchmark, et une analyse de ce qu'on appelle la chaîne de valeur économique du logement. Et ces deux méthodologies que je vais décrire un peu plus loin, permettent en fait de comprendre la composition des coûts du logement, leur contribution en Côte d'Ivoire et l'impact que le logement a sur d'autres secteurs de l'économie. Et le but, donc, pendant la table ronde et ensuite, si on veut aller plus loin, sera de comprendre que le logement, a priori, est un moteur de croissance potentiel sur lequel il est très intéressant de s'attarder et aura évidemment un aspect social très important dans la mesure où de plus en plus de populations devraient être en mesure d'accéder au logement. En prenant en compte évidemment que le CAF se concentre normalement sur ce qu'on appelle le logement abordable. Donc pour commencer, sur la première méthodologie que j'évoquais, donc ce benchmark des coûts du logement, je vous présente ici sur vos écrans l'analyse des coûts de ce qu'on appelle la maison standard CAF. La maison standard CAF, c'est une maison de 55 mètres carrés en milieu urbain, c'est une maison théorique, que nous traçons dans à peu près tous les pays du continent. Le but étant de pouvoir comparer ici les coûts du logement dans chacun des continents avec la même base théorique, qui est donc cette maison de 55 mètres carrés en zone très urbaine. Ce que vous pouvez voir ici sur ce schéma, ce sont les parts en proportion, les parts des différents coûts du logement. Donc, on voit les coûts fonciers, les coûts d'infrastructure, les coûts de conformité, les coûts de construction pure, les frais généraux et les taxes, notamment. Ce qu'on ne voit pas forcément ici, mais ce qui a été tiré de l'étude, c'est qu'en valeur absolue, le coût global du logement à Abidjan est le deuxième plus élevé du benchmark. Donc, sur 7 pays, c'est le deuxième plus élevé après Nairobi, après le Kenya, mais avant Dodoma en Tanzanie, Accra au Ghana, Kampala en Ouganda, Lagos au Nigeria ou à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est intéressant de prendre ça en compte pour pouvoir comprendre d'où vient le fait que
Abidjan est en deuxième position de ce benchmark et comment faire diminuer ses coûts. Ce qu'on voit notamment, c'est que toujours en valeur absolue, les coûts de construction qui comprennent les matériaux et la main-d'œuvre, ainsi que les coûts d'infrastructure sont tous les deux les plus élevés du benchmark à Abidjan. Par ailleurs, à eux deux, ils représentent 62% des coûts du coût du logement global à Abidjan. Et donc, on voit à quel point, si on s'attache à faire diminuer ces coûts-là, on peut faire diminuer le coût du logement. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Les coûts de conformité, comme on le voit là, sont les deuxièmes plus bas du benchmark, ce qui semblerait être un effort, enfin le signe en tout cas d'un effort qui a été déployé par le gouvernement pour faire baisser ses coûts. Voilà, donc comme je le disais ici, encore une fois, le plus important, ce sera a priori de s'attarder sur les coûts de construction, qui sont les matériaux et la main-d'œuvre, et les coûts d'infrastructure pour faire baisser le coût global du logement. Alors, je passe ensuite à la deuxième analyse comparative. Cette fois-ci, c'est sur les coûts de logement de 4 types de logements à Abidjan seulement. Les 4 types de logements sont un bungalow à gauche, un bungalow de 65 mètres carrés, un appartement de 40 mètres carrés dans un immeuble de 8 étages, la maison standard cave de 55 mètres carrés et un bungalow de 35 mètres carrés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'a priori, on a une diminution du coût lorsque la taille du logement diminue. C'est intéressant à prendre en compte. En revanche, ce qu'on voit, c'est que l'appartement de 40 mètres carrés dans un immeuble de 8 étages reste plus cher qu'une maison, par exemple, de 55 mètres carrés. Ce qui voudrait dire qu'à Abidjan, en tout cas, il existe un premium à la construction verticale qui pourrait être dû, par exemple, à des coûts de construction, plus des matériaux, plus spécifiques et donc plus chers, et au recours à des professionnels encore une fois, plus spécifiques et donc plus chers. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de l'étude, qui est donc l'analyse de la chaîne de valeur économique du logement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthodologie est relativement pionnière et a été développée par le CAF. Elle sert en fait à décrire, à quantifier, à comparer l'impact du logement sur l'économie, ici de la Côte d'Ivoire, et notamment de la construction résidentielle et de la location de logement, qui sont les deux secteurs de ce logement, et comprendre donc les impacts de ces secteurs-là sur le produit intérieur brut et sur les autres secteurs de l'économie, dont on parlera plus tard. Ce que vous voyez là sur vos écrans, c'est on voit en fait d'un côté les intrants intermédiaires qui sont utilisés dans la construction et la location de logement, à partir des secteurs économiques, donc primaire, secondaire et tertiaire, ce qu'on voit à gauche, donc en amont, et qui va ensuite les désagréger dans les secteurs types de l'industrie. Donc les secteurs types, c'est le secteur bancaire, le secteur de la construction, par exemple, comme on pourra voir après. Et donc, c'est grâce à ça qu'on pourrait estimer l'impact du logement sur tous ces secteurs, en voyant qu'il est bien complètement intriqué dans l'économie ivoirienne, dans toutes les économies en général. Ce qu'on a vu à l'issue de cette étude, c'est notamment que le mode d'application du modèle a été relativement entravé par la rareté des données économiques existantes en Côte d'Ivoire. Donc, ce sera un des sujets probablement de notre table ronde. On peut voir aussi qu'on a quand même réussi à quantifier, grâce à des approximations, l'impact de la construction du logement. Donc, on a une construction de logement qui contribue à hauteur de 1 520 milliards de francs CFA au PIB en 2019, ce qui comprend 69% d'intrants intermédiaires et donc 31% de valeur ajoutée brute. Et de l'autre côté, donc sur la location, on estime que les dépenses des ménages en location sont estimées à 1 539 milliards de francs CFA. Encore une fois, cet effort de quantification, sans s'attacher forcément au nombre, montre l'importance du secteur du logement. Je vous montre l'avant-dernière slide avant de passer aux recommandations, qui me semblait être intéressante et qui reprend, c'est dans l'étude, qui reprend la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en matériaux de construction.
Et en fait, elle montre, cette partie que vous voyez un peu rosée en saumon, c'est le déficit commercial de la Côte d'Ivoire en matériaux de construction, car il semblerait que le pays ait perdu de sa compétitivité internationale en tant que fabricant et exportateur de ces matériaux. Et entre autres, entre 2014 et 2019, on a enregistré un déficit commercial de 35 des 44 catégories de matériaux, ce qui évidemment va entraîner une hausse des importations et ce qui va s'en ressentir sur les prix de nombreux intrants de construction. Et donc, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, ce qui va participer à l'augmentation du coût de la construction et donc du coût global du logement. Encore une fois, ce qui est important ici à comprendre, c'est que le logement étant extrêmement intriqué à tous les secteurs de l'économie, une hausse du logement, en tout cas se concentrer sur le logement, se concentrer sur la production de ces matériaux de construction, pourrait énormément bénéficier à l'économie de la Côte d'Ivoire. Je passe donc aux recommandations de l'étude. Comme vous voyez, le premier aspect est plutôt sur les données, donc produire des données pour soutenir l'élaboration de politiques efficaces. Nos économistes ont souligné qu'il faudrait allouer des efforts et des ressources pour mieux quantifier les contributions du secteur du logement à l'économie, qu'il faudrait développer des séries d'indicateurs sur l'économie et créer des tableaux d'approvisionnement et d'utilisation, ce qui pourrait parler aux économistes parmi nous, pour rendre ces informations les plus utilisables possibles et pouvoir en déduire des plans nationaux adéquats. Ce qui me fait passer à mon deuxième point, donc renforcer le rôle du logement dans la planification économique nationale, c'est-à-dire que le logement est de plus en plus considéré comme un moteur de croissance. D'après une étude de la Banque mondiale et de la SFI, c'est un des 3 principaux moteurs de la croissance économique dans des économies en développement. Et en étant profondément enraciné dans tous les secteurs de l'économie, nos économistes estiment que le logement doit faire partie du prochain plan national. Notre troisième point ici sera réduire les coûts d'infrastructure et de construction. De construction, on a dit, c'était main-d'œuvre et matériaux du logement. Ce que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais qui, entre autres, pourrait passer par les intrants intermédiaires, notamment les matériaux de construction, et la manière dont les services et les terres sont fournis. Mais encore une fois, en Côte d'Ivoire en particulier, ce sont vraiment 2 aspects du coût sur lesquels il vaut vraiment le coup de se concentrer. Ce qui me fait, ce troisième point va découler des points, sur les points 4 et 5. Le point 4 qui est normaliser les marchés du travail de la construction. Et par marché du travail, ce qu'on entend, c'est donc la main-d'œuvre, donc réduire le coût de la main-d'œuvre d'un côté, coût de la main-d'œuvre qui en Côte d'Ivoire est un des plus élevés du benchmark, et de l'autre côté, renforcer l'efficacité de la construction. Ces 2 éléments-là, encore une fois, d'après nos économistes, pourraient être adressés par des formations professionnelles, donc de tous les professionnels du secteur du logement, avec plus de formations professionnelles, on a a priori plus de spécialistes dans le secteur du logement et a priori moins cher. Et l'efficacité de la construction passerait par une meilleure gestion de projet. Je passe à mon 5e point, donc bâtir un secteur local d'approvisionnement en matériaux de construction solides. Il s'agit ici de mettre en place une stratégie de substitution aux importations, d'importer moins et de renforcer localement le secteur de la construction pour proposer des intrants intermédiaires, donc les matériaux de construction plus nombreux, de meilleure qualité et à plus bas prix. Et sur lequel le reste de l'économie, et pas que le logement en l'occurrence, pourrait s'appuyer. Et je finis cette présentation en parlant donc de l'amélioration de la disponibilité des terrains et des services, qui en fait signifie améliorer les systèmes de planification urbaine, et notamment améliorer la mise à disposition des infrastructures. Encore une fois, l'étude souligne par exemple que dans certains quartiers
d'Abidjan, des infrastructures pouvaient arriver soit à complètement manquer, soit à être dédoublées, et donc pourraient bénéficier d'une meilleure planification. Alors, j'en ai fini pour la présentation de cette étude, et je vais laisser maintenant la main, encore une fois, à Williams avec tous nos intervenants pour pouvoir à la fois rebondir sur ces recommandations, mais aussi aller plus loin. Et une chose qu'on n'avons pas particulièrement abordée ici, c'est l'aspect demande du logement. L'aspect demande, c'est-à-dire les ménages dont la demande pourrait augmenter via le recours à des institutions de financement et donc à des banques. Et là-dessus, Williams, je te laisse la main. Merci beaucoup, Marielle, pour la présentation de l'étude. Donc, on va maintenant procéder aux questions et à l'intervention de tous les intervenants présents. Au ministère, donc le logement est un secteur clé de l'économie, et je voudrais un peu, au niveau de la Côte d'Ivoire, comment est perçue l'importance justement de bâtir des logements, mais comment on parle dans cette étude de chaîne de valeur, quelle est l'importance du logement au vu de ce que le logement tire en termes de formation, d'emploi et de taxes foncières. Donc, ma question est au directeur du logement et de l'aménagement foncier, Monsieur Bongué. Monsieur Bongué, vous nous entendez? Allô? Monsieur Bongué, vous nous entendez? J'ai l'impression qu'il a été déconnecté. D'accord. Attendez, Monsieur Bongué? Ok. Bon, on va prendre une autre question avant de reprendre Monsieur Bongué qui, dès qu'il vient, qu'il nous fasse signe. Donc, ma question va s'adresser à Stéphane Afro. Je vais adresser ma question à Stéphane Afro sur, en tant que promoteur du secteur, quelles sont, selon vous, les difficultés en termes d'approvisionnement de matériaux que rencontre un promoteur et en termes de coûts? Je vous remercie. Je te remercie, Stéphane. Merci Williams. Je veux remercier les économistes pour la qualité de l'étude. Même si elle n'aborde pas tous les sujets, elle aborde profondément un certain nombre de problématiques qui sont posées depuis suffisamment bien longtemps. Le logement est un secteur en croissance en Côte d'Ivoire, mais qui génère aussi des déséquilibres économiques. Le premier déséquilibre dont on a parlé, c'est la balance commerciale. Plus vite on croît, plus on élargit le déficit de la balance commerciale. Aujourd'hui, notre difficulté est résumée dans l'étude. Globalement, on a un coût de construction plus élevé que les autres capitales parce qu'on n'a pas une chaîne de production locale. Donc, chaque fois qu'on produit du logement, on a un impact important sur la balance commerciale parce que tout est importé. Absolument, tout est importé. Donc, la croissance des infrastructures et la croissance du logement, pour l'instant, dans le scénario de production de la Côte d'Ivoire, entraîne des déséquilibres sur la balance commerciale. Et c'est un point dont on ne peut pas faire l'économie. Il faut que maintenant, très vite, on trouve la solution. Et je suis heureux que vous appuyez sur ce point-là. Les prix sont élevés, les coûts de construction sont élevés parce qu'on importe tout. Il n'y a pas une chaîne de production locale. Et chaque fois qu'on produit massivement, dans l'état actuel de l'économie, on détériore la balance commerciale. Or, à un moment donné, il va y avoir une deuxième contrainte,
Si vous déstabilisez la balance commerciale, où allez-vous trouver les devises pour importer? Et donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de chaîne de production locale, il y a une croissance du secteur qui va s'être bloquée. Alors, est-ce qu'à votre niveau, au niveau de Keidan, vous contribuez à produire localement dans le cadre de vos constructions, justement? Non, pas pour l'instant. Pour mettre une chaîne industrielle, en fait, la Côte d'Ivoire, on joue un deuxième tableau en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a eu 10 années ou 12 années de faiblesse, de croissance, de guerre civile. Et juste après, on a une croissance rapide de l'économie. Donc, l'ensemble du système industriel n'est pas mis à niveau pour produire localement. C'est maintenant que les premiers raisonnements se mettent en place pour une chaîne de production locale. Je te remercie. Est-ce que M. Bongué est revenu? M. Bongué? D'accord. Donc, M. Bongué, si vous m'entendez, nous on ne vous entend pas. Vous revenez. Attendez, si vous venez. Et je crois qu'il est en train de se connecter. Allô, M. Bongué? L'audio est en train de se connecter. Une autre question entre-temps. D'un banquier, donc de la CIB, est un ancien acteur de la place. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau de la CIB, parce que donc, le financement est un des points bien évidemment crucial et une des problématiques de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux des prêts hypothécaires au niveau de la CIB et des mesures qui sont faites à votre niveau pour financer le logement abordable, s'il vous plaît, M. Yeo? Merci. D'accord, merci William. Déjà, il faut dire que la CIB, on s'est situé un peu en amont, je vais dire, du financement même de la promotion immobilière abordable, parce que au travers du groupe, nous avons accompagné l'État dans la politique, je dirais, de financement des logements sociaux. Donc, vous vous souvenez bien que l'État, pour réaliser ce programme, a dû mettre à disposition les VRD primaires. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que la CIB a accompagné l'État de Côte d'Ivoire en finançant à 2 reprises les différents programmes donc, au niveau des VRD primaires. Et indépendamment de ça, au niveau direct, nous avons eu une politique d'adressage des promoteurs immobiliers et également de nos clients particuliers, notamment les clients personnels que nous avons accompagnés pour à peu près, on a échangé pour à peu près une trentaine de milliards globalement. Et donc, nous avons dans notre politique orienté effectivement au financement de nos clients particuliers, à faciliter leurs acquisitions de logements et à concourir ainsi à leurs différents bien-être. Donc, on a toute une politique effectivement orientée accompagnement dans l'acquisition de leurs biens immobiliers et également de l'aménagement. Et donc, pour nous, ça s'inscrit naturellement dans notre politique d'accompagnement de nos différents clients. D'accord. Et au niveau de la cible, en termes, donc là, on a eu le volume de 30 milliards, mais en termes de prêts hypothécaires par an, ça représente combien environ à la cible, qui est un acteur important? Si vous avez le chiffre, c'est le chiffre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le montant dont je parle correspond également aux chiffres hypothécaires, donc à peu près. D'accord, c'est très intéressant parce que dans l'étude, il y a un chiffre qui ressort qui dit que la Côte d'Ivoire compterait 700 prêts hypothécaires et qu'il serait intéressant par l'avenir d'essayer d'avoir le volume des prêts hypothécaires faits, parce qu'en fait, par le prêt hypothécaire, on mesure la demande des acteurs. Je te remercie beaucoup, Bakary. Monsieur Bongué nous a-t-il rejoint? Elle se connecte toujours à l'audio. D'accord. Donc, peut-être que du coup, toujours pour rester au niveau des banques commerciales et qui font de l'immobilier, qui sont des acteurs de l'immobilier, on va passer la parole à Nicole. Si tu peux, Nicole, à ton niveau, nous donner au niveau de la Société Générale,
Côte d'Ivoire, qui aussi est un acteur ancien et qui a de l'appétit sur le financement du logement. Comment vous abordez le financement du logement abordable et quel est le volume des… Allô? Allô? Bon. Oui, on t'entend. Allô, Nicole? Allô, William? William? Je suis désolée, voilà, c'est bon, on t'entend, William. Voilà. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, tu peux reprendre parce que là, je m'étais déconnectée. Alors, l'idée, la question était la Société Générale en tant qu'acteur qui a de l'appétit sur le logement, que fait la Société Générale et quel est le volume, quelle est l'exposition de la Société Générale sur le secteur du logement et sur le secteur plus spécifique du logement abordable et quel est le volume de prêts hypothécaires, peut-être en montant et même en nombre qui sont alloués à des particuliers par an, à votre niveau? Alors, pour répondre à ta question, comme déjà échangé, la Société Générale a en son sein deux marchés. Au niveau de l'immobilier, on a le marché, au niveau de la clientèle entreprise, on a un marché qui est dédié à l'immobilier et aux infrastructures. Voilà, c'est le marché que je supervise. Ce marché-là octroie des crédits aux entreprises, des crédits promoteurs et des crédits investisseurs. Et à côté, on a, au niveau de la direction de la clientèle des particuliers et des professionnels, une agence des prêts immobiliers appelée API, voilà, qui octroie des crédits aux acquéreurs, c'est-à-dire les personnes physiques comme toi et moi. Donc, moi, je vais plutôt m'attarder sur les crédits immobiliers faits aux entreprises. On est d'accord? Allons-y, vas-y. Voilà. Donc, le marché de la construction de façon générale, c'est-à-dire le BTP et de l'immobilier chez SG Côte d'Ivoire, représente environ 20% du portefeuille de la banque, dont à peu près 15% pour les infrastructures et 5% pour l'immobilier. D'accord. C'est vrai que tu donnes les chiffres donc effectivement, c'est le département que tu couvres. Est-ce que à votre niveau, tu as une idée du volume pour le département API? Le volume, à peu près, en termes de clients, c'est plus de 200 clients. Plus de 200 clients par an, voilà que qu'on finance au niveau de la clientèle des particuliers. D'accord. Avec c'est peut-être un peu précis, mais avec une moyenne de prêts qui oscille à combien? On est sur 20, 25, 40, 50 millions? 15, 10? Au-delà de 10 milliards. Au-delà, on excède 10 à 15 milliards, mais je ne peux pas te communiquer les chiffres exacts, mais on excède 10 à 15 milliards. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Alors, est-ce que M. Bonguet est là? Allô? Est-ce que le ministère de la Construction… Il a l'air là, mais muté. Il a l'air là, il a son micro qui n'est pas… D'accord. Bon, toujours pour rester dans le financement,
Alors, je sais que dans d'autres économies, les microfinances jouent un rôle dans le financement de la construction du logement. Je voudrais passer à Audi Ekra, qui nous explique un peu comment, que cible Cofina en tant que microfinance, quel type de clientèle est ciblée et quelle est l'approche qui est faite auprès de Cofina pour financer justement du logement. Merci William, bonjour à tout le monde. Alors, donc, Cofina, au niveau de Cofina, nous avons fait véritablement du financement immobilier un pan très important pour nous dans notre politique de crédit. Disons qu'en termes de proportion, le financement immobilier représente autour de 40% de notre production de crédit. Et nous avons véritablement un appétit certain pour la simple raison que, dans un premier temps, l'immobilier pour nous représente véritablement un secteur en termes de financement où nous avons quand même un ensemble de sécurité. Sécurité dans un premier temps sur les sources de remboursement qui constitueraient pour des crédits acquéreurs, par exemple, à des salaires qui sont plus ou moins assurés, qui constitueraient aussi des loyers, parce que nous, à notre niveau, nous avons essayé, par rapport à notre clientèle, de concevoir un produit spécial pour cette frange des opérateurs que nous avons dans nos différents livres, qui sont des entrepreneurs. Et donc, pour répondre peut-être à la question qui est quelle est la cible que nous avons chez nous, nous avons quand même deux types aussi, comme toutes les autres banques, de clientèle sur le financement immobilier. D'abord, des particuliers qui viendraient nous voir. Nous ne sommes pas très compétitifs en tant que microfinance parce que nos taux sont, disons-le clairement, beaucoup plus élevés que les taux pratiqués par les banques classiques. Et donc, mais nous avons quand même quelques particuliers qui sont très souvent des particuliers qui sont exclus du financement par les banques classiques. Donc, j'entends par là des salariés de certains privés qui ne peuvent pas avoir un financement auprès de la banque classique parce qu'ils n'ont peut-être pas le salaire en termes de montant approprié pour pouvoir bénéficier, ou du moins si le payeur final n'est pas un payeur final qui correspond au calibre de la banque. Donc, nous avons déjà cette frange-là. Évidemment, on ne finance pas tout le monde, mais on essaie de rester aussi dans des délais assez raisonnables. On ne dépasse pas les 5 années. Et la deuxième frange, qui est la plus grande, c'est la population des entrepreneurs. Alors, donc, nous avons aussi, donc, avec ces entrepreneurs-là, essayé de mettre en place, en plus des produits que nous avons conçus pour eux, à travers des partenariats que nous avons noués avec des promoteurs. Nous avons pu faire aussi accompagner des promoteurs pour des promotions immobilières qui se sont bien passées. Donc, nous allons sûrement répéter encore l'opération. On a, sans le citer, on a travaillé en étroite collaboration avec Eidan sur 2 promotions immobilières qui se passent super très bien. On est aussi en train de travailler en interne aussi avec d'autres partenaires, promoteurs qu'on accompagne, peut-être pas sur des gros tickets comme ce qu'on a fait avec Eidan, mais des petites promotions immobilières. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on se situe, parce qu'on n'a malheureusement pas l'avantage des taux pour pouvoir, et des délais surtout, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 années aussi, en termes de crédit. Et donc, à cause de ces 2 contraintes, on est quand même obligé de rester dans une frange de notre clientèle, en fait. Et en termes de chiffres, malgré ces 2 grosses contraintes que nous avons, on a quand même pu, depuis 5 années, accompagner donc l'économie immobilière à hauteur de autour de 38 milliards en francs CFA. Et donc, on a un accompagnement annuel qui tourne autour de 6 à 7 milliards sur tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc, voici globalement ce que nous essayons de faire avec notre cible clientèle qui correspond à une clientèle, donc comme vous l'avez dit, des mésofinances, qui sont des clients qui ne sont pas encore correctement structurés ou formalisés,
et qui ne respectent pas véritablement les conditions pour pouvoir aller au guichet bancaire, mais qui sont devenus suffisamment costauds aussi pour aller se faire servir par des microfinances classiques qui en son temps octroyaient des crédits entre 100 000 à 20 à 30 ou 50 millions maximum. Maintenant, on arrive véritablement à aller sur des tickets assez importants. Donc, nous opérons avec un agrément de microfinance, mais notre cible, c'est vraiment ce que vous avez appelé la mésofinance. Donc, pour définir rapidement la mésofinance et sur quel segment d'activité nous sommes. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Odji. Monsieur Bongué du logement n'est toujours pas là. Je propose, après avoir eu tout ce panel de banquiers, Alors, j'ai l'impression qu'on a aussi perdu Williams. Non, Williams est encore là. Je pourrais peut-être en profiter si Williams n'est pas là. On a eu quelques questions Oui, allô? Ah, voilà, Williams. Allô, oui, C'est bon. Il y a eu de la... Vous m'entendez? Je t'entends. Mal, mais on t'entend. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, on m'entend? Oui. Et à nouveau plus. Bon, désolé pour les aléas du direct. Williams. Alors, je vais en profiter pour répondre à une des questions qui a été posée en interne sur le chat, notamment ce que Naïm Merimeché qui demande ce que comprend le coût des infrastructures. Donc, Naïm, le coût des infrastructures qui a été présenté dans l'étude, c'est l'accès aux besoins de base, comme donc l'eau, l'électricité et notamment l'évacuation des déchets. C'est l'accès à ces services-là, et donc notamment aussi le fait de les relier, et c'est l'accès aux routes, et tout ce qui relie la maison au reste du quartier, de la ville, etc. Une autre question que je peux peut-être poser, j'en profite pourquoi pas à Stéphane. On a Kani Sidibé qui nous demande, qui dit que, enfin, pourquoi pas aux autres intervenants aussi, hein, mais qui nous dit qu'il n'y a toujours pas de chaîne de production locale, donc comme on l'a évoqué. Elle dit cela ne date, il ou elle dit que cela ne date pas d'hier, et demande si est-ce que c'est un problème de planification macroéconomique. Est-ce que c'est un manque d'attrait de la part des acteurs économiques? Est-ce que c'est une faiblesse des financements internes pour les projets de ce type? Et donc là, je m'en remettrai plutôt à nos intervenants du secteur bancaire. Voilà, ces questions un peu d'où est-ce que viendrait ce manque d'attrait? Voilà, si vous avez des éléments de réponse. Okay. Je vais tenter d'amener un élément de réponse. Je pense que sur la période des années 70 jusqu'aux années en 1990, il y a eu une tentative d'avoir une chaîne de production locale sur les produits secondaires. Et essentiellement, là où la Côte d'Ivoire avait un avantage comparatif, c'était dans le bois, essentiellement dans la menuiserie. Pour le reste, on n'avait pas d'avantage concurrentiel. Pour faire une situation sur le logement, vous devez traiter le ciment. C'est du clinker. Si vous n'avez pas de clinker, vous êtes obligé d'importer du clinker. Si vous n'avez pas d'industrie sidérurgique, vous ne pouvez rien faire concernant le fer. Si vous n'êtes pas producteur d'alumine, vous ne pouvez rien faire pour l'aluminium. Et donc, il y a des zones où notre pays n'a pas d'avantage concurrentiel. À l'époque,
on avait encore extrêmement de bois. Donc, je pense qu'il y a une partie de l'industrie qui arrivait par le bois. Pour les couvertures, c'est pareil. Si vous ne produisez pas d'aluminium ou vous ne produisez pas de fer, vous êtes obligé d'importer la matière première et puis avoir une industrie de première transformation. Donc, au nom des avantages comparatifs, on s'est préoccupé du secteur de production sur lequel on avait un avantage concurrentiel, c'était le bois. Okay? Après est venue la grande crise du milieu des années 80 qui a duré jusqu'à 2011-2012, qui a décimé une bonne partie du tissu industriel primaire qui avait été mis en place. Okay. Maintenant, à partir de 2012-2013, on sort de cette période-là avec une grosse croissance, mais il n'y a pas de tissu industriel. Et pour ça, il faut du temps. Il faut produire de l'énergie en quantité pour fournir l'ensemble de l'industrie lourde. Il faut investir dans les mines pour pouvoir trouver du fer. On en avait longtemps, on a évoqué longtemps la mine de Klawayo dans la zone de Mans qui permettait de refaire toute une industrie sidérurgique en Côte d'Ivoire. Ça fait 25 ans qu'on discute de ce dossier, on n'arrive pas au bout. Donc, il faut regarder dans l'industrie, il faut avoir des avantages concurrentiels. Est-ce qu'on a un avantage concurrentiel à faire venir, transformer localement et puis le vendre ou à importer? Mais importer, ça déstabilise la balance des paiements. Produire localement, ça veut dire peut-être qu'il faut, est-ce que le client est prêt à accepter le coût supplémentaire que ça représente? C'est ces deux éléments-là qu'il faut essayer d'observer. Et donc, on parlait tout à l'heure de substitution, de stratégie de substitution aux importations, ça voudrait dire un appui du gouvernement, par exemple? Ça voudrait dire des incitations fiscales, d'après vous, pour justement inciter les… Dans tous les pays du monde, pour que l'industrie se déploie, il faut que l'État accompagne, parce que c'est des processus de temps long. C'est des processus de temps long. La première industrie de transformation doit être protégée. Ceux qui amènent du minerai de fer pour le transformer à Abidjan pour faire des tiges de fer doivent être protégés. Parce que sans ça, il n'y a pas de relais sur les autres pans de l'économie. Voilà. Donc, on doit les protéger par des barrières, même si ça ne plaît pas à tout le monde, on doit les protéger par des barrières. On doit les protéger aussi par de la fiscalité pour qu'ils se déploient, parce qu'on a besoin de ça pour l'avenir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Marine, je suis là. Merci, William. Oui. Allô, du coup, en termes là, on parle de la problématique donc, du ce que vous observez en offre pour augmenter la production. Bakary. S'il te plaît, je n'ai pas bien entendu la question. Oui, allô? On n'entend même pas. Oui, allô? Oui, je suis là. Oui, allô? Oui, Williams, on t'entendait très mal, Williams. Est-ce que tu pourrais répéter ta question? Allô, c'est bon là? Allô, c'est bon là? Oui, allons-y. Oui, donc ma question était sur la problématique du financement de l'offre. Est-ce que à votre niveau, au niveau de la CIB, quelles sont les mesures qui sont prises ou compte tenu du fait qu'on est dans un secteur en croissance et donc avec un intérêt pour le financier d'accompagner cette croissance parce qu'il y a de la croissance tout simplement, quelles sont les mesures prises et qu'est-ce que vous observez à votre niveau dans le financement de cette offre? Quelles sont les tendances que vous observez dans le financement de cette chaîne de valeur, donc au niveau des producteurs de matériaux, etc., à votre niveau, au niveau de la cible? Merci. D'accord, merci William. Nous sommes également, je vais dire,
un acteur, comme on dit, d'accompagnement de l'économie. C'est vrai, dans la réponse qui vient d'être donnée, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une fonderie, il y a la cimenterie également sur laquelle on est présent, sur la scierie pour laquelle aussi on est présent. Aujourd'hui, on sent éventuellement, comme dirait le DG de Kaidan, des initiatives aujourd'hui, des projets qui ils sont orientés production locale de matériaux de construction, notamment le carrelage. Il y a une initiative qui est là sur laquelle nous y travaillons. Donc, pour dire que la cible, dans le cadre effectivement de l'accompagnement de l'économie, surtout orientée construction, nous suivons toutes les initiatives permettant de financer les chaînes de valeur et, in fine, ayant un impact sur le coût des logements. Parce que on a tous vu que les coûts des logements abordables aujourd'hui restent très limités à une grande frange de la population. Donc, on est conscient de ce fait de dire, oui, si on veut contribuer positivement à l'essor, je veux dire, de l'habitation des couches les plus vulnérables, nous devons financer, indépendamment des promoteurs immobiliers, mais tous les acteurs et dans la transformation et dans la production, de sorte à améliorer les coûts de production. Et deuxièmement, on travaille avec les promoteurs pour densifier l'offre, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aujourd'hui plusieurs personnes, plusieurs de nos clients pour lesquels nous avons donné des accords, qui ont du mal effectivement à transformer, je veux dire, cet accord, parce que des problématiques de foncier ou de titres fonciers ou de morcellement ou de création de titres individualisés ne permettent pas d'accélérer en fait ce financement, je veux dire, de la demande. Donc, également au niveau de l'offre, autant qu'on peut, quand des projets sont assez lisibles et clairs pour nous, on sait accompagner les promoteurs pour accroître l'offre de logement pour permettre à nos différents clients de pouvoir acquérir des maisons à la dimension effectivement de leur bourse. Donc, tant au niveau des promoteurs, nous agissons, que sur nos clients particuliers sur lesquels nous sommes très pushing parce que je pense en les équipant, en leur permettant d'investir, c'est leur permettre également de réaliser leur bonheur. Mais surtout, nous finançons également des chaînes de valeur qui permettent à la limite de rendre tout l'écosystème réalisable et surtout créer des économies d'échelle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'aujourd'hui, on dit que les coûts de construction en Côte d'Ivoire sont chers. Effectivement, je partage les conclusions de l'étude, tout simplement parce qu'une grande partie des intrants sont importés et ce qui nous rend vulnérables vis-à-vis effectivement de la volatilité de ces prix à l'international. William, je crois qu'on ne t'entend plus. Allô? On a encore perdu William, je crois. Donc, je vais enchaîner sur les questions, heureusement. Enfin, on a pas mal de questions déjà. Toujours pour rester dans la... Ah. Allô, Williams. Je continue. On a Jerry Freddy qui demande, est-ce que, donc, soit pour Bakary, soit pour Nicole, dites-moi si ça vous parle. En l'occurrence, ça ne me parle pas, mais est-ce qu'une banque intervenante a-t-elle déjà éprouvé le mécanisme de financement avec intervention des acquéreurs via la VEFA? Si oui, est-ce qu'elle peut nous partager son expérience? Est-ce que ça vous parle, Bakary? Je te vois sourire. Ben, la VEFA, comme on l'a dit, Jerry, en posant la question, c'est quand il dit éprouver. Oui, aujourd'hui, on est tous au démarrage effectivement du financement VEFA, donc vente en état futur d'achèvement.
donc qui obéit en fait à à une procédure, je veux dire, de financement calée sur l'évolution de l'état d'avancement des logements à acquérir. Donc, qui est je veux dire, qui est une vente qui est très organisée et qui est très procédurée, pour lesquelles j'avoue qu'on l'a fait, mais on ne l'a pas massifié pour savoir effectivement si on peut dire qu'on a une expertise ou qu'aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir totalement éprouvé. Mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est une vente qui reste très encadrée avec des processus bien normés sur lesquels, je veux dire, il est sur le marché aujourd'hui. Ce n'est pas la forme la plus usuelle, donc si on peut le dire. D'accord, je te remercie. Nicole, je ne sais pas si vous m'entendez aussi. Est-ce que vous-même, vous avez vous utilisez ce mécanisme à la Société Générale? Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas non plus à avoir Nicole. Une question qui avait été posée très tôt. Marine, Oui, Marine, oui, Audi, pardon, excuse-moi. C'est vrai, pardon, excuse-moi. À toi, je te laisse la main. Je laisse la main à la microfinance. Excuse-moi, je ne sais pas si ça s'appliquait. Oui, bien sûr. C'est un véritable levier pour nous hein, en termes de financement aussi. Les VFA, effectivement, comme nous Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Vente en état futur d'achèvement. Merci. Donc, vente en état futur d'achèvement. Donc, pour nous, c'est un véritable, comme je dis, c'est un véritable levier pour nous. Et ça vient nous aider aujourd'hui pour financer justement nos promoteurs. Alors, donc, nos promoteurs, ils ont déjà aujourd'hui de la clientèle parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir financer un promoteur, on lui demande d'abord d'aller chercher d'abord des clients. En dehors vraiment de certaines promotions qui sont déjà bien calibrées. Mais un promoteur qui vient vers nous aujourd'hui, on lui pose la première question, est-ce que vous avez déjà des acquéreurs? Donc, si vous avez déjà des acquéreurs, qui sont ces acquéreurs? Est-ce que ces acquéreurs ont de la capacité pour pouvoir acquérir, donc pour pouvoir avoir accès à un crédit, donc acquéreur, un crédit bancaire, pour pouvoir acheter le logement? Si oui, quand on a identifié ces acquéreurs et qu'on a estimé clairement les capacités donc, de financement auprès d'une banque classique, donc nous maintenant en tant que microfinance, on va accompagner le promoteur qui va donc construire ces logements. Et nous savons derrière que la source de remboursement, ça va être ces crédits acquéreurs. Et donc, à travers le modèle VFA, on a donc tout bien sécurisé devant notaire. On sait clairement que lorsque les logements seront livrés, on va avoir forcément aussi le crédit acquéreur qui viendra rembourser les promoteurs. Donc, effectivement, c'est un levier très important pour nous au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. William? Oui, vas-y, Bakary. Oui, j'ai vu qu'il y a Koulibaly Daouda qui a levé la main, peut-être qu'il voulait apporter une contribution. D'accord, bon. C'est vrai faisons-le en direct parce qu'effectivement, on a eu deux coupures. C'était prévu à la fin des questions. Mais on va prendre la question de M. Koulibaly Daouda. Il a pas eu la main, mais je pense qu'on n'a pas encore ouvert les questions-réponses. Et donc, il aurait fallu qu'il pose sa question par écrit. Alors, je reviens sur Keidan et sur l'aspect taxe. Sur l'aspect de taxe, que représente la taxe à l'échelle des constructions du bâtiment? Est-ce que ça entrave le coût final? Et si oui, comment? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour diminuer? Ça entrave le prix final parce que l'acquéreur, lui, va toujours regarder la pression fiscale. Et la pression fiscale, pour moi, dans l'acquisition au logement, c'est la TVA qu'on ne récupère pas, que le client final finit par payer. C'est aussi les droits de mutation. Donc,
la TVA, c'est 18%. Les droits de mutation, c'est à peu près 10%. Et puis, une partie de l'infrastructure qui devait être portée par la puissance publique est portée par le client. Donc, dans le coût, vous avez une approche qui vous dit que la partie taxe est autour de 14%, mais pour le client, si vous rajoutez le prix des droits de mutation au moment de son acquisition, plus la quote-part de travaux qui sont normalement de la responsabilité de la puissance publique, mais que le promoteur fait pour le compte de la puissance publique, il y a un coût qui correspond à peu près à 30% que le client final finit par assumer. Et donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences. On ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences. 30% d'un prix, ça ne peut pas de la conséquence. Okay? C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, au-delà du prix de construction où on importe tout, je pense que dans beaucoup de pays d'Afrique noire, une bonne partie de la chaîne de production aussi est importée. Mais les taxes et la participation de l'État sur la partie infrastructure, là, c'est un poids qui pèse toujours sur le client final. Oui, c'est vrai qu'en l'occurrence, dans certains pays, la TVA est récupérée, donc le promoteur ne paye pas la TVA parce que en vendant. Du coup, effectivement, ça permet de réduire le prix. Au niveau de la… On n'a pas entendu Nicole depuis un moment. Nicole, au niveau donc de… Je vais te poser une question ouverte. Hein. Au niveau de la Société Générale, comment vous voyez… Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour financer et réduire ce déficit en logement? Qu'est-ce qui manque alors, en termes de réglementation, en termes d'organisation des acteurs, que ce soit la demande ou les promoteurs? Merci. Alors, au niveau de Société Générale, pour pouvoir financer ou réduire, financer le déficit de logement, c'est d'abord lever les contraintes du côté de l'offre et de la demande. Alors, au niveau des promoteurs immobiliers, par exemple, ils doivent avoir l'agrément, parce que la majorité des entreprises qui sollicitent des crédits promoteurs n'ont pas l'agrément délivré par le ministère de la Construction. Ça fait un. Le deuxième point, c'est l'expérience du promoteur immobilier. C'est une particularité en Côte d'Ivoire, en effet, oui, d'avoir un agrément. Voilà. Je te laisse continuer. L'expérience du promoteur immobilier qui doit avoir réalisé au moins 1 à 2 opérations immobilières entièrement achevées et habitées. Un promoteur qui se lance pour la toute première fois dans la promotion immobilière ne peut pas être accompagné par Société Générale. Et le promoteur constructeur doit avoir un track record. C'est idem pour les autres intervenants. Le troisième point, ce sont les documents administratifs, comme le titre de propriété, le certificat d'urbanisme, le permis de construire, l'arrêté d'approbation du lotissement, etc. Le dernier point, c'est la pré-commercialisation. Il faut un contrat de pré-commercialisation. En d'autres termes, il faut qu'on ait des clients en face. Parce que la règle d'or chez Société Générale Côte d'Ivoire, parce que la politique de crédit du groupe en matière de financement immobilier comporte 2 règles d'or, c'est-à-dire pas de financement blanc et pas de risque administratif. Un financement est considéré comme étant en blanc lorsqu'il n'y a pas de pré-commercialisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, des contrats de réservation d'au moins 30% du coût total du projet. Et le risque administratif, c'est ce que je viens de citer, tous les permis et autorisations administratives nécessaires pour la mise en place d'un financement immobilier. Alors, les contraintes au niveau des crédits acquéreurs, on a les frais de notaire, parce que la SG Côte d'Ivoire ne finance pas les frais de notaire qui sont en général compris entre 7 et 10% du montant du logement. Là, on parle des frais d'acte de vente, les frais d'acte d'ouverture de crédit, parce que certains acquéreurs désistent pour cela. Et on a également l'apport personnel qui est exigé, qui représente à peu près 10%. Alors, qu'est-ce que la SG fait?
pour combler ce déficit. Bon, outre le rôle de l'État et des promoteurs immobiliers eux-mêmes, c'est conseiller et aider les clients à avoir des projets crédibles et bancables. Voilà, prendre le temps d'expliquer aux clients les conditions d'éligibilité d'un crédit promoteur que je viens de citer tout à l'heure. Les demandes de financement, on en a beaucoup, mais beaucoup de demandes ne sont pas crédibles, ne sont pas bancables. Donc voilà, c'est conseiller le client, l'aider, voilà, à structurer son financement. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Je te remercie. On a un banquier qui est intéressant d'entendre, Monsieur Daouda Koulibaly. Marine, tu peux lui donner, tu peux lui ouvrir son micro, s'il te plaît. C'est bon. Monsieur Koulibaly, vous êtes en mute, mais vous devriez pouvoir enlever votre mute. Donc, Monsieur Daouda Koulibaly, qui est le chef du département financement immobilier à la BNI. Allô, bonjour Bella. Salut Daouda. On m'entend bien? Très bien. Merci pour cette lucane qu'en fait, je remercie tous les panélistes. Je remercie aussi la présentation qui a été vraiment de qualité. Et je remercie surtout M. Afro Stéphane que je retrouve dans cette lucane après plusieurs années on s'est perdu de vue. Je voudrais juste apporter ma modeste contribution après celle des imminents intervenants et partager avec vous l'expérience de la BNI. Comme vous le savez, la BNI c'est la Banque nationale, la banque publique, et donc dont les missions aussi sont des missions orientées aussi sur le service de l'immobilier. Le vertu pour nous, c'est de contribuer à réduire le déficit dans le secteur de l'immobilier. Et vous le savez très bien, l'étude l'a remonté, qu'il y a un déficit qui se creuse d'année en année. Et la BNI, justement, a mis en place un certain nombre de dispositions pour pouvoir apporter sa contribution à l'exemple des autres banques commerciales. Alors, la première des choses, c'est que les dirigeants, après avoir fait un diagnostic sur le secteur qui a montré, n'est-ce pas, une certaine rentabilité, une certaine profitabilité également qu'on peut tirer et au regard aussi des ressources qu'on peut y mobiliser, a décidé de créer en son sein un département spécifique dédié au financement de l'immobilier. Et donc, cette disposition a été prise et nous, pour le financement de l'immobilier, on s'étale sur 3 marchés, pendant que la plupart de nos confrères s'affichent sur 2 marchés. Dans l'immobilier, nous partons sur 3 acteurs. Le premier acteur, c'est le particulier. Donc, c'est celui pour qui nous faisons un financement pour acquérir sa résidence. Le second acteur que nous finançons, c'est le promoteur qui souhaite réaliser un projet, un programme immobilier. Donc, nous l'accompagnons. Et le troisième acteur que nous appelons ici le particulier promoteur, c'est celui qui souhaite faire un projet immobilier parce qu'il dispose, par exemple, du foncier. Il voudrait faire un projet immobilier et le mettre en vente ou en location. Donc, nous partons sur ces 3 segments de financement au niveau de l'immobilier. Et donc, nous, on a également défini une cartographie des risques qui nous a permis de recadrer nos stratégies que nous mettons en place pour le financement des immobiliers, en fait, en 3 niveaux. D'abord, la documentation administrative, justement en nous assurant que le bien que nous financions pour les 3 marchés que nous avons cités tout à l'heure, et que le titre foncier existe et que l'administration a bien autorisé le financement. Ensuite, il y a l'aspect technique. Nous voulons nous assurer que le projet que nous financions ne s'ouvrira pas de risque de performance. Et donc, il y a un certain nombre de points, de checklists qui est établi par rapport à cela. Et enfin, le point financier qui fait ressortir que le projet immobilier sera rentable et que les différents remboursements s'en suivront. Donc, nous, au niveau du pôle immobilier de la BNI, nous avons mis en place toutes ces dispositions-là qui nous permettent de financer sur toute la chaîne le financement immobilier. C'est en cela que les financements des acquéreurs ou des promoteurs, comme on a indiqué tout à l'heure, en VFA, où on fait un financement, j'allais dire, en synergie avec le promoteur et le financeur, en fait, pour une gestion globale de la relation. C'est-à-dire quoi, on peut aussi bien financer le promoteur et ses clients ou nos clients viennent en contribution pour être financés de sorte à ce que le cycle de financement
et les ressources immobilières sur un même programme. Et tout ceci, nous mettons en place, nous le faisons en interne avec certaines démarches validées au niveau de nos instances de décision. Voilà un peu la modeste contribution de la BNI dont je voulais partager avec nos panélistes ici. Merci, William. Je te remercie pour cet input, pour comprendre. Ça donne un panel intéressant de ce qui se fait. J'ai noté, par exemple, je découvrais, par exemple, en comparaison, qu'en finançant le particulier promoteur, vous êtes, par exemple, sur un pan d'activité que ne fait pas, par exemple, Nicole qui est intervenue tout à l'heure. Je voudrais revenir sur complètement un autre sujet, et en parlant au promoteur qu'est Stéphane. Alors, aujourd'hui, il y a toute une technologie, il y a de la PropTech, il y a du BIM pour le Building Information Modeling, il y a pas mal de nouveaux outils technologiques qui arrivent dans l'immobilier. Je sais que TechEdan, vous avez une branche aussi technologie. En termes de technologie immobilière, ou même il y a de la technologie dans les façons de fabriquer, quelle est l'utilisation du promoteur TechEdan de toute cette panel de technologies pour augmenter la cadence de production de l'offre? Merci. Merci, William. Je dirais qu'aujourd'hui, le marché n'est pas suffisamment mûr pour amortir un certain type de technologie. Dans un marché où on produit à peu près entre 5 000 et 8 000 bâtiments neufs, il n'y a pas la taille critique pour amortir un certain nombre de productions. Par contre, il y a une partie de la technologie. Je parle de technologie de production. Je parle de technologie de production. Je parle de technologie de production. Et dans notre métier, il y a deux types de technologies. La technologie de la conception. Ça permet de réduire le coût de non-qualité. Ce n'est pas rédhibitoire. Et puis, il y a une technologie de production qui, elle, doit toujours comparer entre le coût de cette technologie, le coût de sa mise en œuvre, son amortissement et le remplacement du coût de main-d'œuvre qui est disponible. Pour l'instant, la main-d'œuvre coûte cher à Abidjan, mais n'est pas encore remplaçable par les technologies de production. Et chaque fois que dans des bâtiments spécifiques, on a amené la technologie de production, on a augmenté le prix de production au mètre carré. OK? D'accord. Donc, de ton point de vue, la technologie de production, aujourd'hui, le modèle n'est pas prouvé. Non, William, il y a d'autres... Et le marché n'est pas assez profond. Et le marché n'est pas assez profond, selon toi, pour cela. William, il y a d'autres problèmes qu'il nous faut résoudre avant. Qui sont? Mais écoute, on vient d'avoir une discussion. Globalement, le segment sur lequel nous tous, on travaille, y compris les banquiers, correspond à 1 à 3% de la capacité de travail du pays, des ménages. C'est ça la réalité. On est en train de travailler sur 3 ou 4%. Ensuite, on produit à peu près 8 000 biens tous les ans. Il y a 1 000 crédits hypothécaires. Donc, on travaille sur une infime partie de la population. Deuxième, la partie de la production qui est faite est financée qu'à 10-12%. Je pense qu'il existe encore des marges de manœuvre pour créer la taille critique. Et une fois qu'on aura la taille critique, on pourra automatiser sans trop de difficultés. Parfait. Parfait. Alors, malheureusement, alors au niveau de la microfinance, donc de ce monsieur Ekra, quels sont selon vous, est-ce qu'il existe une réglementation ou un axe de réglementation ou un axe de financement qui pourrait favoriser ou multiplier vos interventions, vous, dans le secteur du financement du logement?
On avait parlé de... Allez-y. Oui, effectivement. Merci, William. Effectivement, je pense que sur le financement classique de tout ce qui est logement, pour la microfinance, on est véritablement limité. Déjà par rapport à la législation et puis par rapport à nous-mêmes, nos capacités, par rapport à nos fonds propres, donc par rapport à un ensemble de choses. Maintenant, nous pensons que, on va dire, on a des fonds verts qui existent, qui viennent même nous solliciter, qui nous disent, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans votre portefeuille, vous avez des clients qui, par exemple, qui sont dans la construction, donc qui sont dans l'immobilier, qui peuvent aller sur des bâtiments verts, donc sur des logements verts, donc, qui respecteraient donc un ensemble de conditions, donc qui pourraient être certifiés verts. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver donc des promoteurs qui pourraient nous proposer des promotions vertes et pour lesquelles on pourrait avoir des financements beaucoup plus avantageux en termes de taux et aussi en termes de durée et qui viendraient véritablement nous aider. C'est-à-dire, si je prends en termes statistiques, si au jour d'aujourd'hui on arrive juste au niveau de la microfinance, en tout cas pour ce qui nous concerne, à passer de 5 années en termes de crédit immobilier à 7 années, donc juste en rajoutant 2 années, on pourra aller chercher 20% de financement additionnel, juste en transformant nos durées qui passeraient de 5 ans à 7 ans. Mais pour ce faire, il faudrait que véritablement, aujourd'hui, la seule issue que nous avons, ou du moins l'opportunité qui se montre à nous, c'est véritablement des financements verts qui, pour l'instant, échappent un peu à la réglementation et donc où on pourrait véritablement trouver cette marge de manœuvre. Donc oui, nous aujourd'hui, on essaie de viser justement, si on a des propositions de promotion verte, et évidemment, on pourrait agrandir notre offre. Alors, je te remercie. Tu as ouvert la porte sur un axe qui est bon, la finance verte. L'étude faisait ressortir en fait une présentation des comptes nationaux de l'État qui ne permettent pas de bien comprendre le poids du logement dans l'économie. Et en fait, en changeant certaines choses structurelles et en récoltant plus de données, des investisseurs nouveaux pourraient mieux comprendre le dynamisme et s'intéresser à financer le secteur du logement en Côte d'Ivoire. Donc, bon, toi, tu as parlé de la finance verte. Là, je vais poser une question à Bakary. Après, on va ouvrir un jeu de questions. Est-ce que vous avez, vous, à votre niveau, des acteurs type fonds d'investissement, parce que je sais qu'il y en a auprès de la maison mère, auprès du pays mère qui est le Maroc. Est-ce que vous avez un nouveau type d'acteurs, d'investisseurs qui stimulent l'offre? Et après, on va répondre, on va passer aux questions-réponses. Bakary? D'accord, merci William. Il faut dire que la cible également regorge de ce type de mécanisme d'accompagnement dans le financement de ce qu'on peut, au-delà de la finance verte, de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, qui permet d'accorder en fait des bonifications sous forme, je vais dire, de subventions ou sous forme de bonification de taux. Et avec des mécanismes de certification, je veux dire, à la clé, qui est offert également par le groupe au niveau du Maroc et avec différents partenaires avec qui nous travaillons. Bon, pour ne pas citer tous les acteurs, on a la SFIA qui nous offre effectivement cet accompagnement, plus également 2 ou 3 autres instituts. Donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner des projets totalement verts ou des projets avec une efficacité énergétique prouvée, de sorte à pouvoir ne pas faire imputer le surcoût au bénéficiaire final qui peut être soit le promoteur ou soit effectivement l'acquéreur final. Donc, nous bénéficions également de ce type de mécanisme.
Je te remercie. Donc là, on est dans la séance de questions-réponses. Donc, il y avait des questions dans le panel des questions. Donc, il y avait M. Bazouté qui posait question et qu'Abidjan, à ce jour, est le plus abordable. Alors, je voudrais comprendre un peu des bases de votre étude ou l'échantillon utilisé. Donc, déjà, Dakar n'est pas dans la... Allô, j'ai été coupé, désolé. Oui, Marie, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Sur cette question-là, en l'occurrence, Monsieur Asante, donc, le fait qu'on... J'en suis qu'il y a un écho, merci. Effectivement, donc, Dakar n'est pas dans le benchmark qui est présenté sur les 7 villes. Et ensuite, cet échantillon-là, ce benchmark, il a été fait sur les 7 villes concernées en prenant en compte la construction d'une maison de 55 mètres carrés en milieu urbain. Donc, c'est quand même assez spécifique. C'est là-dessus qu'on voulait comparer. Il est ensuite possible que, en fonction de ce que vous pouvez trouver, de vos réseaux, etc., que ça change. Là, c'était ce que j'essayais de dire dans ma présentation, c'est que oui, l'exercice est biaisé dans le sens où on prend en référence un type de logement, mais sur ce type de logement-là et en décomposant tous les coûts, il semblerait que Abidjan soit en tête des coûts sur pas mal de postes. Alors, il y avait une première question. Merci, Marine. Il y avait une autre question de Mafini Dosso. Des joint ventures avec des multinationales seraient-elles pertinentes pour renforcer nos capacités locales dans l'écosystème de la construction? Alors, j'ai observé, mais je voudrais peut-être que Stéphane intervienne aussi rapidement. J'ai observé, en effet, nous avons observé sur la Côte d'Ivoire de nouveaux constructeurs étrangers. Je ne sais pas. Stéphane, peut-être que tu veux répondre, mais je ne pense pas qu'ils soient en joint venture. Non, ils ne sont pas en joint venture. Il n'y a pas d'intérêt à être en joint venture dans un pays qui a fait le choix du libéralisme intégral depuis le début des années 70. Voilà, vous venez vous installer, vous trouvez des clients, vous trouvez des partenaires et vous avancez. Merci Stéphane. Ok, voilà. Donc il y a une question. Autre chose, Stéphane? Non, non. Merci. Alors, M. Stéphane Mouméné, y a-t-il un projet de future réglementation pour pouvoir titriser le foncier afin de faciliter le financement de l'immobilier? Alors, il y a les mécanismes de titrisation. Je crois qu'il y a 3 sociétés de titrisation dans la zone de notre zone UMOA. Par contre, titriser le foncier, quand on parle de titrisation, on parle de titriser des actifs qui produisent du revenu. Donc, il y a récemment un acteur de la place qui a titrisé un portefeuille à hauteur de 20 milliards, mais c'est un portefeuille qui générait déjà du revenu. Alors, il y a une question de Makani Fondo. Les établissements financiers seront-elles prêts? Et là, je pose la question à Nicole qui n'est pas intervenue dans les réponses. Les établissements financiers seront-elles prêts à accompagner les investisseurs privés technologies alternatives de construction, profilés faits préfabriqués ou éventuellement de transformation de matières premières locales telles que le bois? À quelles conditions? Nicole? Bakary, à quelles conditions? Ben, écoute, William, il faut dire que déjà, on l'a fait par le passé, on continue de le faire. C'est parce qu'aujourd'hui, disons, il y a une certaine rareté du bois et encore, compte tenu, je vais dire, de la nouvelle politique sur le reboisement et je vais dire, la politique verte en Côte d'Ivoire, la production d'un certain type de bois étant limitée, on peut remarquer que les séries aujourd'hui ont drastiquement diminué, mais ceux qui existent, on continue de les financer. Et je dirais, s'il y a des projets dans ce domaine-là, je pense que toutes les banques aujourd'hui sont prêtes à accompagner, en tout cas, de ma connaissance, je veux dire, l'industrie
orienté effectivement, je veux dire, vers l'habitat ou la promotion immobilière. Donc, aujourd'hui, toutes les séries qui existent, en grande partie, continuent d'être financées. Et s'il y a de nouveaux projets, je dirais qu'on est plus partant. J'ai même annoncé qu'il y a des initiatives qui sont prises dans le cadre effectivement de la production de divers matériaux de construction localement. Peut-être que ce n'est pas arrivé encore à maturation, mais je pense que toutes les banques sont sur ce type de projet. Et donc, certainement que quand ça arrivera à maturation, voilà, le monde pourra, donc le marché pourra constater effectivement ces initiatives-là. Merci. Marine, on a une question. Merci beaucoup, Bakary. On a une question de qui a levé la main. Tu peux le unmute. Oui, de Moïse, c'est ça? Metchro. Oui, Alors voilà. voilà. Monsieur Metchro, vous pouvez parler. Allô? Oui. Bonjour. Oui, on vous entend. Je suis Moïse Metchro de la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais savoir quel rôle pourrait jouer la Caisse de dépôt et consignation en tant qu'investisseur de long terme dans le secteur de l'immobilier. La question est adressée à tous les panélistes. Ben, écoutez, je mélange. Déjà, je pense que la Caisse de dépôt et de consignation, ce qu'elle pourrait faire déjà dans le sens d'améliorer, je veux dire, l'accessibilité du logement, c'est vrai qu'elle puisse placer ses fonds dans les différents établissements à des coûts, je dirais, très abordables déjà, donc des coûts très raisonnables. Et puis, en tant qu'institutionnel, effectivement, elle pourrait éventuellement cofinancer avec les banques certains projets d'envergure, comme je l'ai dit, dans le cadre peut-être de la mise en place d'unités de production ou de transformation de certains matériaux de construction qui s'élèvent effectivement à des montants élevés et pour que le projet soit viable, ce sont des financements, je dirais, à long terme, généralement sur, disons, 7 ans, 3, 10 ans. Et donc, cette maturité-là, on pourrait également financer avec CDC sur ces types de maturité assez longue pour permettre aux promoteurs ou aux entrepreneurs d'avoir le temps de planifier en fait le remboursement de leurs différents essais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, M. Cédric Amani, quel serait le top 3 des matériaux à industrialiser en priorité dans la chaîne de valeur pour réduire les coûts fixes? Je pense que Stéphane. Je peux aussi, enfin, Stéphane, si vous avez des éléments de réponse, mais sinon, il y a des éléments de réponse aussi dans l'étude, mais je vous laisse, Stéphane. Oui, l'étude a mis une annexe de belle qualité qui indique, vous regardez dans votre balance commerciale, ceux pour lesquels vous avez un avantage concurrentiel et que vous pouvez produire localement. Je regarde que sur les lavabos en céramique, les lavabos en socle, on a un déficit de 9 millions d'euros. Il peut avoir une production locale. On a un avantage comparatif. Sur les drapeaux en céramique non émaillés, les carreaux de pavage, on a un déficit de 56 millions de dollars. Ça, on a un avantage concurrentiel. C'est fait à partir du sable. Donc, on le trouve un peu partout. Donc là, il y a un avantage concurrentiel. On a un déficit sur les barres et les tiges de fer d'à peu près 76 millions de dollars. Mais bon, on n'est pas producteur de fer. Donc, on va créer de la valeur ajoutée en le transformant localement, mais on est obligé d'importer. Et je ne suis pas sûr
que compte tenu des quantités, on finisse par faire un coût acceptable pour les clients. Donc pour moi, tout ce qui est céramique, tout ce qui est carrelage, et puis une première transformation du fer nous permettrait d'avoir les 3 matériaux qui nous permettraient de baisser notre déficit de balance commerciale sur l'immobilier. Et je remercie les économistes du centre pour avoir fait cet effort de mettre à la disposition des acteurs des données factuelles à partir desquelles les discussions peuvent se mener. Et j'en profite, Stéphane, pour ajouter que le ciment est le premier élément. Oui, mais le ciment, malheureusement, sur le clinker, on a 8 cimenteries, mais tu importes le clinker. Oui, et le matériau de base, tu ne le produis pas. Donc, on a une industrie de première transformation, mais ça n'améliore pas notre balance commerciale. Merci beaucoup pour ces réponses qui étaient très claires et je pense qui soulignent particulièrement les défis qui avaient été soulevés par l'étude et qui sont là soulevés à nouveau par nos intervenants. William, je pense qu'on arrive à la fin de notre table ronde et des questions. Je pense qu'on a répondu en plus à peu près à tout. Et puis l'heure étant avancée, je crois qu'il est temps de conclure. Si ça te convient. Je laisse tenir à remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à ce panel, car les discussions et les échanges, la réflexion est le début de l'action. Donc, on est tous ravis, comme beaucoup d'intervenants le disaient ici, que cette étude soit produite et pousse l'économie ivoirienne à creuser la recherche et la mise à disposition d'informations et à développer ces secteurs. Donc, je laisse à CAF le soin du mot de la fin. Merci, Marine. Merci, Williams. Et on partagera donc non seulement la présentation qui a été faite aujourd'hui et dans laquelle vous pourrez trouver un lien vers l'étude que je vous invite à consulter, dans lequel pas mal déjà des informations qu'on a évoquées aujourd'hui pourront être trouvées. Et puis voilà, j'en profite au nom de l'AUHF et du CAF pour remercier Monsieur Yeo, Monsieur Afro, Madame Assoy et Monsieur Ekra, ainsi que Messieurs Koulibaly et Metchro pour leurs interventions, ce qui nous a permis d'avoir une intervention, alors malgré quelques petits couacs du direct, une intervention de qualité. Donc un grand merci à Williams Bella de Property Crow qui a accepté d'être modérateur aujourd'hui et qui nous a aidé à rassembler encore une fois, ces éminentes figures autour de la table. Un grand merci à tous et j'en profite pour conclure cette table ronde. Et à très bientôt. Et vous avez nos emails ici à Williams et moi si vous avez d'autres questions. Un grand merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour cette opportunité.